4 jours donc après l'attaque par l'Iran sur Israël, on attend toujours la riposte israélienne promise par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. De quelle nature sera-t-elle? C'est toute la question. En attendant, ses alliés américains et européens se mobilisent et ils annoncent de nouvelles futures sanctions contre Téhéran. On voit cela avec Bilal Tarabeh. Après les attaques iraniennes contre Israël ce week-end, la riposte des États-Unis sera économique. Je m'attends à ce que nous prenions des sanctions supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours. L'attaque de l'Iran et de ses alliés renforce l'importance du travail du Trésor pour utiliser nos outils économiques afin de contrer l'activité malveillante de l'Iran. Depuis les années 1980, l'Iran est déjà l'un des pays les plus sanctionnés du monde. Embargo sur les importations de pétrole, gel des avoirs de la Banque centrale, des principales banques et de membres du régime, embargo sur les armes. Pourtant, malgré ces sanctions, le régime iranien arrive toujours à entretenir un réseau de milices affiliées ou alliées dans la région. Hezbollah au Liban et en Syrie, coalition Hachd-al-Sha'bi en Irak, Houthi au Yémen, Hamas dans la bande de Gaza et à produire des missiles et des drones lancés pour la première fois depuis l'Iran directement contre le territoire israélien ce week-end. L'Union européenne est sur la même ligne que Washington. L'idée est d'élargir le régime de sanctions existant contre les drones liés à l'Iran et à la Russie, afin d'inclure la possibilité de sanctions pour la fourniture de missiles et pas seulement des drones. Mais les drones iraniens restent utilisés en nombre par la Russie contre l'Ukraine. Ici, un Shahed 136 retrouvé dans la région de Dnipro en février. Plus que le régime iranien, les sanctions sont accusées d'affecter avant tout la population iranienne. Voilà pour les images. Bonjour Alona Fischer-Kam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes donc l'ambassadrice chargée d'affaires d'Israël ici en France. Ma première question est simple. Israël va-t-il riposter à l'attaque iranienne de samedi dernier? Oui, je crois que les leaders, les dirigeants politiques et militaires d'Israël étaient très clairs là-dessus, qu'il y aura une riposte israélienne, que l'Iran va payer et à ce qu'il avait fait. Maintenant, la grande question est bien sûr de quelle nature, quand, comment, où. Bon, ça reste bien sûr tout à fait ambigu et c'est pas clair, mais la riposte effectivement arrivera. Nous sommes désormais 4 jours après l'attaque iranienne. Pourquoi la riposte israélienne tarde-t-elle? C'est pas une question de tarder. Il y a le temps, il faut le préparer, il faut le bien préparer. Il y a un débat, une discussion, même interne en Israël. Et il y a un dialogue avec la communauté internationale. On avait vu juste maintenant les sanctions qui sont considérées par la communauté internationale. Je crois aussi que c'est un message très très important. Et parce qu'on s'agit d'un côté des mesures militaires, mais de l'autre côté aussi des mesures économiques et diplomatiques. On sait que Benyamin Netanyahou veut à tout prix éviter que l'Iran obtienne un jour l'arme nucléaire. Israël peut-il s'en prendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines au programme nucléaire iranien? On rappelle que ça a déjà été fait par le passé. Le problème avec l'Iran, ou le défi que l'Iran pose face à Israël, mais aux autres pays aussi, est beaucoup plus large que la question des capacités nucléaires. Il y a cette question des capacités nucléaires dont nous sommes tous conscients. Il y a la question des missiles, qu'on n'était pas conscient jusqu'à maintenant. Israël a averti depuis longtemps qu'il y a un problème avec les missiles, avec l'industrie des missiles et des drones. Parce que si on parle des capacités nucléaires, d'une manière ou autre, elle doit être transférée, que ce soit en Israël ou quelque part ailleurs. Mais ça va beaucoup plus au-delà de ça. Il y a la question du terrorisme, il y a la question de travailler avec des proxys, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, le Houthi. Et il y a la question de l'Iran comme un facteur de déstabilisation régionale. Et donc il y a ici l'Iran qui pose un problème multidimensionnel, je dirais. Et pas seulement face à Israël, mais sinon face à la région. Alors vous l'avez brièvement évoqué, on sait que le cabinet de guerre israélien est divisé. Plusieurs options seraient sur la table. La poursuite des opérations à Gaza, des frappes, pourquoi pas sur les proxys de Téhéran. La priorité aujourd'hui,
c'est quoi pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou? L'Iran, Gaza, les proxys? Bon, malheureusement, nous avons maintenant à combattre à plusieurs fronts, mais l'Iran est derrière les coulisses de tous ces fronts. Donc nous avons le Hamas à Gaza, nous avons le Hezbollah au nord, et juste aujourd'hui, on ne parle pas encore d'une riposte israélienne. Et il y avait des attaques venant de Liban, du Hezbollah, et qui ont fait 19 blessés en Israël, tous des civils. Et en plus, c'était un drone qui a ciblé un centre communautaire de la communauté arabe en Israël. Donc il y a 19 blessés arabes du nord d'Israël. Donc il y a ce front-là, avec aussi un danger d'une escalade. Il y a bien sûr l'attaque directe venant de l'Iran, oui. La priorité, c'est donc l'Iran? La priorité est effacer, éliminer cette menace à la sécurité d'Israël, qu'elle vienne du nord, qu'elle vienne de l'est ou qu'elle vienne du sud d'Israël. Nous avons aujourd'hui un peu plus que 1100 habitants israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ni au nord d'Israël, ni au sud d'Israël, parce qu'ils se sentent menacés soit par le Hezbollah, soit par le Hamas. Et nous avons des roquettes qui sont lancées tous les jours. Nous avons eu une attaque il y a 4 jours venant directement de l'Iran. Donc nous avons un seul objectif, pouvoir vivre en paix et en sécurité en Israël, que ce soit au nord, que ce soit au sud ou au centre d'Israël. Est-ce que la division actuelle du cabinet israélien, du cabinet de guerre israélien, ne nuit pas à la cohérence de la politique menée par Benyamin Netanyahou, ou au contraire, vous saluez ces différentes tendances? Nous saluons absolument ces différences. Ce n'est pas une division, c'est plutôt des différences. Israël est un pays démocratique. Là, il y a une composition, il y a une coalition en Israël. Il y a beaucoup de voix en Israël. Il y a un cabinet de guerre qui est composé par plusieurs ministres, pas seulement le Premier ministre. Et ça me semble tout à fait normal quand il s'agit d'un sujet aussi existentiel pour Israël, qu'il y ait un débat, qu'il y ait beaucoup de choses qui devraient être prises en considération. Il y a tout un dilemme de comment riposter, mais en même temps sans embraser et provoquer une escalade dans la région. Nous avons aussi l'intérêt de maintenir une coalition qui avait été créée avec des pays européens, avec les États-Unis, mais aussi avec des pays arabes qui se sentaient aussi tous menacés par l'Iran et qui le sont depuis longtemps, parce que c'est ça la raison d'être, par exemple, des accords d'Abraham. Ça a commencé avec cette conscience que nous avons un ennemi commun. Et c'est pas seulement un ennemi commun, c'est quelqu'un qui menace notre existence et notre sécurité, que ce soit le pays des Golfe, que ce soit Israël. Alors, rappelons-le à nos téléspectateurs, cette attaque iranienne lancée samedi est une riposte à l'attaque imputée à Israël sur le consulat iranien de Damas. Que répondez-vous à ceux qui accusent Israël d'avoir provoqué l'Iran ? Tout d'abord, il faut être très clair. Je voudrais faire une toute petite précision. Et le bâtiment qui a été ciblé, c'est pas le consulat. C'est un bâtiment à côté du consulat. C'est un annexe. Et en même temps, c'est pas le bâtiment qui a été ciblé. Ce sont les gens qui étaient dedans. Ça fait une grande différence selon vous? Absolument, absolument. Tout d'abord, c'est pas une mission diplomatique. En même temps, dans une mission diplomatique, on ne peut pas avoir des terroristes. Ça ne va pas ensemble. Donc là, on avait des terroristes, on avait des commandants et des forces Quds au Liban et à Syrie, et c'était ça, le cible. Alors vous le savez peut-être, vous le savez sûrement, l'Iran aujourd'hui a montré ses muscles avec une grande parade militaire où elle exhibait missiles, drones ou encore soldats. Est-ce que Israël a aujourd'hui peur d'un affrontement direct avec l'Iran ? C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question d'être prêt, de s'apprêter à tout scénario. Israël est prêt ? Je crois que si. Je crois qu'on avait vu il y a 4 jours et la capacité de la défense aérienne israélienne. Elle est là pour défendre le pays. Israël a investi beaucoup d'argent
et beaucoup d'efforts pendant des années, justement pour défendre ses citoyens, pour défendre les Israéliens qui sont en abri depuis longtemps, que ce soit des roquettes venant de Gaza ou du nord d'Israël, et que ce soit des missiles, et missiles de croisière ou missiles balistiques qui viennent de plus loin de la part de l'Iran. Donc Israël a tout le système nécessaire. En même temps, il n'y a pas une défense hermétique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé pendant une attaque de Hezbollah avec un seul drone qui est venu qui a fait 19 blessés et tous des civils. Donc on peut juste imaginer comment on avait évité le pire il y a 4 jours quand le système aérien a bien travaillé et bien fonctionné. Alors voilà pour l'aspect iranien. L'autre front, on en a un petit peu parlé pour Israël, se situe à sa frontière nord. C'est donc le sud du Liban, contrôlé par le Hezbollah, affilié donc à Téhéran. On l'a appris aujourd'hui, 3 membres du mouvement chiite armé ont été tués dans une frappe israélienne. Un commandant figure parmi les victimes. Avant de vous interroger à ce sujet, Madame l'ambassadrice, les images, elles vous sont commentées par Natacha Milray. Dans le village libanais d'Ain Bal, les habitants constatent les dégâts de l'attaque. Quelques heures plus tôt, un drone israélien s'est abattu sur une voiture, ciblant un de ses passagers. L'armée israélienne a rapidement diffusé les images de la frappe qui a tué Ismail Youssouf Baz, un membre du Hezbollah. Ismail a participé à la promotion et à la planification de tirs de roquettes et de missiles anti-chars en direction d'Israël depuis la zone côtière du Liban. Pendant la guerre, il a organisé et planifié un certain nombre d'attaques terroristes contre Israël. En parallèle, à une dizaine de kilomètres à Shaabiya, dans le sud du Liban, 2 véhicules ont été attaqués, tuant 2 autres membres du Hezbollah. Un peu plus tôt, dans la journée de mardi, la milice chiite, soutenue par l'Iran, avait déclaré avoir lancé une attaque de drone dans le nord d'Israël. La cible, les rampes de lancement du dôme de fer et son personnel. Bilan, 3 blessés légers selon l'État hébreu. Depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza, les attaques entre Israël et la milice chiite libanaise se sont intensifiées. Au total, plus de 300 personnes sont mortes du côté libanais de la frontière, principalement des membres du Hezbollah. Côté israélien, 20 personnes ont été tuées, des soldats et des civils. Ce front nord, il inquiète bien sûr les responsables israéliens. Quelle est votre analyse de l'attitude, pour l'instant, du Hezbollah libanais ? Bon, le problème avec le Hezbollah n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait déjà des années que nous vivons sous une menace réelle venant du Hezbollah. Hezbollah est une force terroriste beaucoup plus forte, avec plus de capacités que le Hamas, par exemple. C'est plutôt, il fonctionne comme une petite armée, ou une grande armée même, une très grande armée, avec un armement très très sophistiqué. Et pendant des années, nous avons une sorte de conflit ouvert, parfois violent, et avec le Hezbollah. Et le deuxième chose est que Hezbollah, comme vous l'avez vu, est un proxy de l'Iran. L'Iran est très très frustré parce qu'il n'a pas de frontière avec Israël. Ils sont très très loin. Donc pour attaquer Israël et pour nuire à la sécurité d'Israël, ils doivent soit lancer des roquettes et des missiles ou des drones, ce qu'on avait vu il y a 4 jours, soit nous attaquer à travers des proxys qui sont sur nos frontières. Donc bien sûr, c'est l'intérêt de l'Iran et de provoquer une escalade dans cette région, surtout après le 7 octobre, peut-être pour ouvrir un autre front à Israël, sans payer le prix, sachant qu'Israël va attaquer directement le Hezbollah. Mais bien sûr que ce qui s'est passé il y a 4 ans et il y a 4 jours pourrait changer un peu cette formule. Alors il y a 2 jours, l'armée israélienne a annoncé que 4 de ses soldats ont été blessés en territoire libanais. C'est une première depuis le 7 octobre. Peut-être les prémices d'une future grande opération. On peut imaginer qu'Israël entre massivement au Liban, comme ce fut le cas en 2006. C'est pas de notre intérêt de le faire. Notre intérêt est vraiment d'éviter une escalade au nord. C'est vraiment pas de notre intérêt. En plus, je dirais, il y a aussi des moyens diplomatiques pour arrêter et pour freiner cette escalade. Et il y a déjà une résolution acceptée depuis des années
et pour éloigner le Hezbollah de notre frontière. Le problème est que ça n'a jamais été appliqué. C'est ça le problème. Le plateforme, la résolution même existe. Donc je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est être réunis avec cette exigence envers le Hezbollah, d'appliquer cette résolution qui existe. Dernière question, Madame l'ambassadrice, sur les otages. On le voit dans les manifestations qui ont lieu depuis plusieurs semaines, c'est la priorité de beaucoup d'Israéliens. Est-ce aujourd'hui la priorité de Benyamin Netanyahou ? Absolument. Cette guerre du 7 octobre nous a été imposée après le massacre du 7 octobre. Et il y a deux objectifs. Un objectif, c'est mettre fin au Hamas. Et l'autre objectif, c'est libérer tous les otages. Maintenant, ces objectifs vont ensemble. Ils ne sont pas contradictoires. Dans le sens qu'il s'agit d'un groupe terroriste, donc il faut faire une pression très très forte, mais très forte, pour pouvoir libérer et récupérer nos otages. Et je répète, ce sont 133 otages dont nous connaissons pas. Nous n'avons pas de nouvelles, donc nous ne connaissons pas le sort, mais nous savons bien qu'ils subissent et ils vivent une torture. Et les familles en Israël, et je dirais même tout le peuple israélien, aussi subit une guerre psychologique. Parce que avoir des otages, 133 otages en main de Hamas pendant 6 mois, sans avoir aucune nouvelle, ça prolonge bien sûr cette crise. Cette crise ne pourra pas terminer avant leur libération. Merci Alona Fischer-Kam d'être venue sur ce plateau répondre à mes questions. Merci beaucoup à vous.